Le 24 mai 2024, la chaîne YouTube Real Talk de Lay a publié une vidéo provenant directement des lignes de front de la guerre en Ukraine. Le film n'avait aucun caractère de propagande et ne contenait aucune séquence de combat. Au lieu de cela, il s'agissait d'un simple enregistrement sur téléphone portable d'un homme parlant de la brutalité qu'il avait constatée pendant la guerre après seulement quelques mois de service. Cet homme était Li Jianwei, originaire de Zhengzhou, dans la province chinoise du Henan. Li a servi dans l'Armée populaire de libération, APL, pendant environ 2 ans avant de se retrouver sur la ligne de front en Ukraine. Comment est-il arrivé là? Comme beaucoup d'autres soldats russes, Li est un mercenaire engagé par la Russie pour compléter ses forces armées au combat. Et comme il le révèle dans la vidéo, être mercenaire ne signifie pas que votre travail sera axé sur des opérations spéciales ou que la tâche sera plus facile que celle des troupes russes sur le terrain. Comme des milliers de Russes avant vous, vous serez soumis au hachoir à viande d'une horrible guerre d'usure qui vous tuera très probablement rapidement. Si cela ne se produit pas, vous vous retrouverez dans un état épouvantable. Alors, que pouvons-nous apprendre de Li Jianwei et de ses expériences sur le champ de bataille? Une réponse simple: la guerre en Ukraine est brutale pour tous les soldats sur le terrain. Mais d'abord, parlons un peu des mercenaires que la Russie amène dans son giron. Le recours à des mercenaires n'est pas nouveau en Russie. Il existe déjà plusieurs groupes paramilitaires, chacun se disputant de l'argent et soutenant généralement les causes russes. Le plus célèbre d'entre eux est peut-être le groupe Wagner, une force paramilitaire déployée par la Russie dans le monde entier. Mais il y en a d'autres. Par exemple, la Redoute a été l'un des premiers groupes à entrer en Ukraine et a joué un rôle dans la première invasion en février 2024. Il existe également la Brigade du Don, qui a des liens avec la Redoute et fait partie du système de réserve de combat russe. C'est simple. On sait déjà que la Russie utilise des mercenaires, mais la parution du film de Li Jianwei montre que la recherche de mercenaires se poursuit. Ces groupes paramilitaires typiques, même s'ils ne faisaient pas officiellement partie de l'armée russe, étaient au moins d'origine russe. En introduisant des mercenaires chinois, le président russe Vladimir Poutine montre sa volonté d'embaucher toute personne prête à se battre à ses côtés pour de l'argent, ainsi que son utilisation potentielle de groupes de mercenaires pour retarder une probable mobilisation impopulaire de toute la Russie pour occuper l'Ukraine. Mais revenons à Li Jianwei. Sa vidéo commence dans ce qui semble être une caserne ou un bunker où il a été transféré, après plusieurs semaines de participation à des offensives contre des positions ukrainiennes. Il commence par dire au public qu'il est en grande partie rétabli, puis déclare qu'il n'est pas allé à la selle depuis environ 2 semaines. Cela peut indiquer le niveau de stress auquel le bébé est soumis ou, comme nous le révélerons plus tard, qu'il ne mange tout simplement pas suffisamment pour aller à la selle régulièrement. Oh. Comme le souligne Li, la cause pourrait être un saignement abondant. Toujours de bonne humeur, il continue de parler de manger du beurre pour calmer la situation. En conséquence, il avait la diarrhée et se sentait malade. Même si ces détails peuvent paraître sans importance à certains, ils mettent en lumière un problème que rencontre la Russie sur le champ de bataille. Il ne fournit pas de soutien médical adéquat à ses soldats, mercenaires et autres. Cela semble être un problème profondément enraciné dans l'armée russe. En mai 2023, Important Stories a rapporté qu'environ la moitié des décès subis par l'armée russe en Ukraine n'étaient pas causés par des blessures mettant la vie en danger. Elles sont plutôt causées par des soins médicaux inadéquats ou, dans de nombreux cas, par une absence totale de soins pour les soldats blessés. C'est l'avis d'Artem Kutulin, directeur du Centre de formation en médecine tactique du groupe Kalachnikov. En plus de révéler des statistiques inquiétantes, il affirme qu'environ 1/3 des amputations pratiquées sur des soldats russes sont dues à un mauvais placement des appareils orthopédiques. Cela n'était pas nécessaire. Kutulin simplifie les choses en parlant de ce qu'il disait à ses camarades lorsqu'il était dans l'armée russe. Tu ferais mieux de te blesser légèrement. Achetez quelque chose de plus fort et c'est tout. Tu es mort. Personne ne vous aidera. Personne ne viendra. Personne ne fera rien si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il semble que Li ait été l'un des chanceux qui ont réussi à s'échapper du champ de bataille, au moins temporairement, avec des blessures mineures.
Mais comme il le révèle dans la vidéo, il a vu cette approche de la médecine tactique russe plus de fois qu'il ne peut le compter. Au cours de la conversation, Lee révèle plusieurs détails sur la stratégie et l'organisation russe sur le terrain. Il parle de la participation à la première vague de l'offensive à laquelle ont participé 12 personnes et 2 équipes de combat. Lee faisait partie d'un vétéran de soutien chargé d'assister une offensive plus vaste impliquant les troupes russes en fournissant une expérience indispensable et en neutralisant simplement l'ennemi. Le problème pour Lee et bien d'autres lors de cette première vague était qu'il combattait pour la première fois en milieu urbain. Son expérience du combat s'avère bien moins précieuse que prévu, et les nouvelles recrues sont confrontées à un défi encore plus grand. Puis il a découvert le taux de mortalité. Il affirme qu'en moyenne, un soldat russe a besoin de 8 à 10 heures entre le moment où il entre sur le champ de bataille et le moment où il meurt. En d'autres termes, la grande majorité ne survivra pas à l'offensive. Lee affirme avoir passé environ 1 mois dans de telles conditions et note que de nombreuses pièces et sous-sols où il a combattu étaient déjà tapissés de cadavres en décomposition des 2 côtés. Les gens mouraient tout le temps. Comme l'a noté Artem Kutulin, l'équipe de Lee ne disposait d'aucun personnel médical pour les aider. En fin de compte, affirme Lee, seuls lui, un soldat russe, un guerrier népalais et un autre mercenaire qu'il appelle Little Black sont revenus vivants de l'offensive. Ils étaient tous blessés. Le combattant népalais a été touché par 4 éclats d'obus, et Little Black a également été touché au bras et à la jambe. Quant à Lee, il affirme avoir été touché par une bombe et jeté sur le toit d'une des maisons que son équipe a tenté de capturer, mais qu'il a eu de la chance. Il portait un gilet pare-balles, ce qui signifiait que la majeure partie de son corps était protégée. Il s'en est sorti avec des blessures mineures causées par des éclats d'obus aux mains, même s'il est probable que le saignement qu'il rapporte soit dû au bombardement. Nous commençons donc à comprendre la nature des combats en Ukraine et l'Auhaswada, composition de l'armée russe qui mène des attaques contre les positions ukrainiennes. Les soldats se battent de rue en rue et, comme dans le cas de Lee, souvent de maison en maison, pour conquérir le plus de territoire possible. L'armement des zones urbaines est en partie ce qui a aidé l'Ukraine à survivre si longtemps à la lutte contre la Russie. Comme le souligne le Modern War Institute de West Point, la guerre en Ukraine nous a montré que toutes les villes sont importantes dans la guerre, même celles qui n'ont aucune valeur militaire. L'Ukraine défend chaque ville, quelle que soit sa valeur tactique, car détenir ces villes signifie une victoire symbolique. Pour la Russie, cela signifie que ses soldats sont contraints à des combats urbains acharnés dans des zones qui semblent offrir peu de valeur, ce qui entraîne la mort de milliers de soldats des 2 côtés, apparemment sans raison. Lee offre son propre point de vue. Il qualifie le combat de rue de très brutal et note que ce n'est pas du tout ce qu'il imaginait. Cela semble montrer que le recours par la Russie à de prétendus anciens combattants n'est pas un plan aussi efficace qu'il y paraît. Un vétéran peut être une nouvelle recrue lorsqu'il est contraint de participer à une guerre qu'il ne connaît pas. Beaucoup sont morts, dit Lee, s'arrêtant un instant avant de simplement répéter ces 2 mots. Lee passe ensuite à une histoire impliquant lui-même, Little Black et 2 Russes. Ensemble, ils formèrent une équipe de reconnaissance pour enquêter sur le bâtiment. L'équipe était également prête à se battre, et Lee a déclaré que s'ils rencontraient les Ukrainiens, ils seraient prêts à se battre. Mais ils n'ont pas trouvé de soldats ukrainiens. Au lieu de cela, ils ont trouvé des drones. Comme le groupe de Lee, les drones effectuaient des reconnaissances. Ils étaient également armés de ce que Lee appelle des bombes Bocheka. Il s'agit probablement du véhicule aérien sans pilote, Bayraktar TB2, dit Production Turk, et massivement utilisé par l'Ukraine pendant la guerre. Les drones sont si populaires que leur fabricant turc envisage d'ouvrir une usine en Ukraine qui emploierait 500 personnes et serait capable de produire 120 unités par an. Lee affirme que les drones ont 2 modes d'attaque et que son équipe de reconnaissance finit par être submergée par les bombes et les attaques de drones kamikazes. Il a été touché par l'une des bombes, qui a détruit son sac à dos, mais il s'est resté relativement indemne. Les commentaires du mercenaire soulignent que la guerre ukrainienne ne ressemble à aucune autre en termes de manière de la mener. Les drones ne sont pas nouveaux sur le champ de bataille.
Ils sont utilisés par l'armée américaine depuis plus d'une décennie, principalement à des fins de reconnaissance. Cependant, comme le souligne l'Atlantic Council, la guerre en Ukraine est le premier conflit majeur dans lequel l'utilisation de drones joue un rôle central. La Russie utilise des drones Shahid de fabrication iranienne pour tenter de capturer des villes, tandis que l'Ukraine utilise les drones Bayraktar mentionnés précédemment pour le combat. La vue à la première personne ou les drones FPV sont devenus extrêmement courants. Comme les note l'Atlantic Council, ces drones FPV offrent à l'opérateur une vue complète du champ de bataille et sont très peu coûteux à déployer. Comme le décrit Lee, ils peuvent être équipés d'explosifs et mener des attaques ciblées car l'opérateur voit ce que voit le drone lorsqu'il est en mouvement. Les drones sont petits et maniables, à tel point qu'un opérateur expérimenté peut les faire voler à travers les fenêtres ou les bâtiments, ou même à travers les écoutilles de véhicules blindés, et exploser lorsqu'ils atteignent leur cible. L'équipe de reconnaissance de Lee a probablement rencontré des drones FPV au cours de leur mission, d'autant plus qu'ils les ont rencontrés lors de la fouille des bâtiments. Et encore une fois, Lee a eu de la chance. Bien qu'il ait été pris dans l'explosion, son sac à dos l'a épargné de graves blessures. Après avoir décrit l'attaque du drone, Lee passe aux armes dont lui et ses camarades disposent. Il se concentre en particulier sur l'artillerie et les mortiers et porte un jugement critique sur la situation. Les munitions utilisées ici sont faibles. Bien que l'équipe de Lee ait eu accès aux mortiers, il les décrit comme d'anciennes armes de faible puissance, fabriquées en Pologne, qui remontent probablement à l'époque soviétique. Il attire l'attention sur le son produit par les mortiers polonais, le décrivant presque comme s'ils fonctionnaient via un système hydraulique qui éjecte des explosifs dans l'air, créant un faible bourdonnement. C'est différent de ce à quoi Lee est habitué, car il décrit les mortiers typiques comme ayant 3 sons, une explosion lors du tir, un sifflement lorsque l'arme vole, et enfin une seconde explosion, beaucoup plus importante, lorsqu'elle atteint la cible. La conclusion de Lee, ces mortiers sont très dangereux. Encore une fois, les récits de Lee sur son expérience semblent se correspondre à des rapports indépendants sur le caractère obsolète du matériel reçu par les forces russes. En octobre 2022, The Guardian a publié un reportage faisant état d'une conversation téléphonique entre la Russe Olesya Shishkanova et son frère, un soldat combattant sur la ligne de front. Ce frère, nommé Vladimir, a non seulement mentionné que le matériel dont il disposait était très vieux, mais qu'il avait dû en acheter la majeure partie lui-même. Ils ne nous ont donné absolument aucun équipement. L'armée n'a rien. Nous avons dû acheter tout le matériel nous-mêmes, se plaint-il. J'ai même dû peindre le pistolet pour couvrir la rouille. C'est un cauchemar. Les expériences individuelles comme celle de Lee et de Vladimir semblent refléter l'approche russe plus large de la guerre, selon laquelle mieux vaut avoir un équipement obsolète que pas du tout. En août 2023, le Moscow Times a rapporté que la Russie avait retiré du stockage des milliers de véhicules militaires de l'ère soviétique pour les envoyer sur le champ de bataille. Il note que la base militaire de Vadianovo, une base de 3,8 km² datant de l'ère soviétique mais qui abritait auparavant 3840 chars et véhicules blindés, a perdu environ la moitié de ses approvisionnements. C'est une tendance qui a été observée dans de nombreuses bases russes, moins d'un an plus tard. En mars 2024, le Jerusalem Post rapportait que la Russie était sur le point d'épuiser l'équipement de l'ère soviétique qui abrite les bases. Ensuite, il y a eu des rapports selon lesquels la Russie achetait en réalité des armes de l'ère soviétique aux pays auxquels elle les vendait. Tout cela dans le but de fournir à ses troupes un équipement obsolète. Mais, au moins mieux que rien. Bien entendu, l'équipement de l'Ukraine n'était pas meilleur, même au début de la guerre. Elle s'appuie sur des véhicules et des armes de l'ère soviétique, tout comme la Russie. Cependant, l'Ukraine a reçu le soutien de l'Occident, grâce auquel elle a eu accès à des armes beaucoup plus modernes. La Russie, bien qu'elle possède elle-même de nombreuses armes modernes, semble se contenter d'équiper ses troupes de véhicules et d'armes obsolètes, car elle estime qu'elle ne peut gagner une guerre qu'avec de la main-d'œuvre. Cette approche crée des situations terrifiantes pour les soldats russes sur le terrain, comme le rapporte Lee en parlant de ce qui est arrivé à Little Black.
Il affirme que Little Black a eu peur lors du combat du soir, lorsque la patrouille de Lee a rencontré des drones ukrainiens. Il s'avère que Little Black n'avait jamais été dans l'armée avant de la guerre et que son expérience précédente consistait simplement à faire partie d'une unité blindée en mouvement. Comme Lee l'a dit, il ne s'est pas engagé pour combattre dans les bois. Il avait peur des combats urbains. Alors Petit Noir a couru. Il en va de même pour les deux autres Russes de la patrouille de Lee, qui laissent le mercenaire seul face à la menace. Il affirme avoir eu de la chance de s'en sortir vivant. Lee a trouvé un bâtiment abandonné, non détecté par l'Ukraine ou ses drones, où il a campé pendant un certain temps avant de rejoindre son équipe. Little Black voulait s'excuser d'avoir quitté le combat, et Lee a dit que c'était bien. Il ne leur reproche pas leur défection et déclare ensuite que les désertions sont la raison pour laquelle on ne peut faire confiance à personne sur le champ de bataille. Il est intéressant de noter que Lee revient rapidement en partie sur ce commentaire, avec la qualification « hors de Chine », arguant que l'APL n'a pas ce problème parce que le soldat chinois est comme un frère dans la vie et dans la mort. Ils se sacrifieront pour vous sauver. Une exploration subtile de l'armée russe par rapport à l'APL? Peut-être. Mais l'histoire de Lee sur la décision de Little Black de fuir le pays en dit peut-être plus sur la manière dont la Russie a mené la guerre que sur la bravoure de ses soldats. De nombreux soldats militaires sont des conscrits. Et Statista rapporte que la Russie recrutera environ 254 personnes en 2022 et 277 en 2023. Comme Little Black, de nombreux soldats russes sur les lignes de front n'ont aucune expérience du combat et, comme indiqué précédemment, semblent avoir simplement été jetés dans le moulin alors que la Russie tente de s'emparer de l'Ukraine avec de simples effectifs. Le moral en première ligne est quasi inexistant. C'est pourquoi de nombreux soldats russes font exactement ce que Petit Noir a fait. Ils courent. Cependant, beaucoup d'autres ne reviendront tout simplement pas. En avril 2024, Newsweek a rapporté que les services de renseignement militaire ukrainiens avaient affirmé que des milliers de soldats russes désertaient dans leur poste. L'agence affirme notamment que 18 soldats russes servant dans la région militaire sud ont quitté leur position, la plupart faisant partie de la 8e armée combinée. Bien que ces informations n'aient pas été confirmées, Novaya Gazeta note également qu'il existe un problème de désertion au sein de l'armée russe. S'adressant à l'association Get Lost, qui aide les déserteurs à échapper à l'armée et à commencer une nouvelle vie, il est apparu que l'organisation avait constaté une forte augmentation du nombre de soldats prenant contact. Par exemple, en janvier 2023, 20 heights militaires ont été contactés pour demander de l'aide en cas de désertion. Un an plus tard, ce nombre mensuel est passé à 284, dont environ la moitié étaient des soldats sous contrat et 30% étaient des réservistes mobilisés pour la guerre en Ukraine. Au total, Get Lost affirme que le groupe a contacté 20 soldats ayant quitté les lignes de front. La Russie tente de réagir. Poutine a prononcé une nouvelle peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour toute personne surprise en train de fuir les combats. Cependant, comme le montrent les statistiques et l'histoire de Lee sur Little Black, de nombreux Russes sont prêts à risquer la prison pour échapper à la brutalité de la guerre. Lee affirme également que les défections ne sont pas les seules à poser des problèmes à l'armée russe. Il prétend connaître un soldat cubain qui simule un problème cardiaque afin de ne pas être envoyé dans la même bataille dans la jungle dans laquelle Lee a combattu ou affecté au combat urbain de première ligne. Le moral est sans aucun doute le principal problème. Pour en revenir à l'histoire de Lee, le problème moral n'est pas aidé par le fait que les soldats russes sur la ligne de front ont à peine de la nourriture avec eux. Lee note que son arrivée sur la ligne de front était accompagnée de fournitures qui lui ont permis de prendre un repas. Cette situation n'a pas duré longtemps. Lee affirme qu'il n'a mangé que 3 fois de la nourriture en conserve au cours de sa mission, après quoi il n'a mangé que 4 noisettes de beurre qu'il a trouvées lors d'une patrouille. Cet aspect du film a un ton triste, puisque Lee semble presque mélancolique lorsqu'il raconte comment il a mangé une fois 2 boîtes de conserve, l'une contenant du bœuf et l'autre du poulet, après avoir mentionné le manque de nourriture sur la première page. Encore une fois, cela semble correspondre au rapport du champ de bataille. En octobre 2023,
Business Insider a fait état de l'interception d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre un soldat russe et sa femme. Le soldat dit à la femme que nous n'avons pas reçu de nourriture depuis 3 semaines. Aujourd'hui, c'est le 7e jour où l'eau nous est apportée. La situation du militaire s'est tellement aggravée qu'il n'a plus eu la force d'enfiler son gilet pare-balles. Le soldat confirme également les affirmations de Lee concernant le nombre de morts, affirmant que les responsables russes ne se soucient pas de son unité, qui a perdu environ 100 hommes en quelques jours seulement. Environ 18 mois plus tôt, le Modern War Institute avait également écrit un article intitulé « L'armée russe Potemkin ». Il a noté que les rations, les repas préparés ou les rations de sensibilisation aux mines, AM, distribuées aux soldats russes dans le cadre de la première invasion en février 2022 contenaient des rations alimentaires qui auraient expiré en 2015. L'Institut affirme que la situation était si grave que la Russie a dû se tourner vers la Chine pour des mesures immédiates de sensibilisation aux mines afin de reconstituer ses troupes. Ces informations révèlent 2 choses sur l'opération militaire spéciale russe. En plus d'utiliser des équipements obsolètes et de remplir son armée de conscrits qui ne veulent pas participer aux batailles, la Russie semble également n'avoir pas réussi à mettre en place un quelconque système logistique pour approvisionner ses troupes. La nourriture et l'eau n'arrivent pas sur les lignes de front, et certains soldats russes sont au bord de la famine pendant les combats. C'était certainement le cas du soldat rapporté par Business Insider, qui était si faible qu'il ne supportait pas de porter un équipement de protection essentiel. Lee a lui-même connu les mêmes problèmes, survivant plusieurs jours avec seulement quelques boîtes de conserve et quelques morceaux de beurre. Là encore, nous avons affaire à un hachoir à viande russe. Les soldats semblent être là pour absorber les munitions ukrainiennes et seront remplacés à leur mort. La deuxième chose que cela révèle est que Poutine semblait supposer que la Russie nettoierait l'Ukraine dès les premiers jours de la guerre. C'est peut-être pour cela qu'il pensait qu'il était acceptable d'envoyer des soldats avec des rations périmées. Il ne faudra pas longtemps pour que ces repas deviennent un problème. Bien sûr, il s'est avéré que ce n'était pas vrai, car au moment du tournage de ce film, la guerre durait déjà depuis plus de 2 ans. Le manque de nourriture contribue probablement aussi au problème de morale mentionné plus haut. Les soldats ne sont pas nourris, n'ont pas d'eau et sont poussés dans des batailles qu'ils estiment ne pas pouvoir gagner. Et le pire dans tout, c'est qu'ils ne semblent jamais s'arrêter. C'est ce qu'a dit Lee, soulignant qu'il ne s'attendait jamais à rester aussi longtemps sur le champ de bataille. Autrefois, la période la plus longue était de 24 heures, dit-il. Nous nous reposions le jour et nous combattions la nuit. Ce n'est pas le cas de la guerre en Ukraine, où Lee affirme avoir été contraint de se battre jour et nuit pour survivre. Cela continue sans arrêt. Et Lee souligne à nouveau que l'Ukraine dispose d'un grand nombre de drones grâce auxquels les troupes russes ne peuvent pas dormir et se reposer après les combats. Là, il n'a pas tort. L'importance des drones en Ukraine est déjà reconnue. Et il est clair que l'Ukraine souhaite voir leur utilisation continue dans le conflit. C'est ce que révèle un reportage de la chaîne canadienne CBC du 24 mars qui montre que l'Ukraine non seulement accélère sa production nationale de drones FPV auparavant considérés, mais qu'elle compte également sur ses alliés pour en fournir davantage dans le cadre d'un programme d'aide militaire. Au total, le site Internet affirme que l'Ukraine souhaite disposer d'1 million de drones d'ici la fin de 2024. Cela représente un peu plus de 2 drones pour chaque soldat russe en Ukraine. Si le chiffre du Kiev Post de 450 soldats russes en Ukraine est exact, Lee affirme que l'utilisation de drones est si courante que les soldats russes les voient souvent arriver. Ils sont irrésistibles et les drones sont plus nombreux que les oiseaux dans le ciel. Selon Lee, 1 ou 2 mèneront le peloton et les autres suivront en masse. Le problème, dit-il, est que les problèmes de brouillage des signaux sont si fréquents sur les lignes de front que les soldats russes ne peuvent être brouillés que les 2 drones faire. Le reste intact et tout ce qu'ils font, c'est lancer des bombes sur les soldats et leurs alentours. Cela conduit Lee à affirmer que l'Ukraine est excellente dans la collecte de renseignements. Lorsqu'un de nos chars arrivait sur le champ de bataille, ils le savaient, dit-il. Les drones arrivent rapidement avec des missiles anti-chars et des explosifs 4.
2 ou 3 explosifs ont explosé et le char s'est transformé en un tas. Par conséquent, explique Lee, les soldats russes ont souvent le sentiment de n'avoir nulle part où se cacher. Avec des flottes de drones survolant le ciel ukrainien et les renseignements que le pays peut recueillir, même quelque chose d'aussi simple que le déploiement d'un char comporte de nombreux dangers. Les soldats ne savent jamais d'où viendra le prochain missile jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Combinez cela avec les combats de rue, auxquels la plupart des soldats russes ne sont pas préparés, et vous obtenez une situation terrifiante. L'idée qu'il y a de la cruauté des deux côtés et que cette approche est nécessaire. Aucune des deux parties ne peut se permettre à l'autre de soigner les blessés ou de prendre pied pendant l'attaque. Vous n'avez nulle part où vous cacher. Cry Lee. Pour démontrer la nature continue des combats, Lee ajoute qu'après avoir réussi à évacuer une patrouille de reconnaissance dans laquelle sa compagnie de 4 hommes tentait de s'échapper, il s'est regroupé avec des soldats d'autres unités. N'ayant pas le temps de se reposer et de récupérer, le groupe nouvellement formé a dû attaquer 2 bastions, perdant ainsi des dizaines d'hommes. Les victimes ont simplement été laissées à la rue. Au cours des 2 semaines suivantes, l'unité de gauche lance 3 offensives, chaque fois sans succès. Lee pense qu'ils n'ont avancé que de 100 mètres, soit environ 328 pieds, au cours de ces 3 attaques. Encore une fois, cela semble indiquer une stratégie russe. Il occupe le territoire et contrôle une partie importante de la région du Donbass, ainsi que Melitopol. Elle prend également du territoire près de Kharkiv. Mais les progrès sont lents et la Russie avance, jetant soldat après soldat sur les défenses ukrainiennes. L'approche de Poutine est peut-être simple. Peu importe si l'offensive échoue à chaque fois, pour annoncer qu'il puisse envoyer suffisamment de troupes sur les lignes de front pour épuiser lentement la résistance ukrainienne. Comme le souligne Lee, à chaque étape de la guerre, les forces russes doivent non seulement faire face à des attaques de drones, mais aussi surmonter des tranchées, des barbelés et autres fortifications, ajouter des mines et des mines anti-char, et pour chaque pied capturé, un pied qui coûtera probablement la vie à plusieurs soldats russes. Ces soldats n'ont même pas le temps de penser aux mines, dit Lee. Ils sont trop occupés à manipuler des drones, des grenades et des mitrailleuses lourdes. Tout le monde se concentre sur eux dès qu'ils passent à l'offensive, éliminant d'immenses groupes de soldats russes qui tentaient de gagner du terrain. Nous l'avons déjà mentionné et il convient de le répéter. La guerre ukrainienne, du point de vue russe, est un hachoir à viande dans lequel des milliers de personnes sont sacrifiées au nom de la conquête de territoire. Et ces soldats ne sont pas en sécurité même après une offensive réussie. Lee note que la construction de fortifications est une priorité dès que les soldats russes occupent un bâtiment, car ils savent tôt que les combats ne s'arrêteront pas. Les chaînes de radio changent toutes les heures, et celui qui manque le changement n'aura pas de chance. Ils sont hors du courant et n'ont aucun moyen de contacter d'autres soldats à moins de les rencontrer. Quant à la défense, les occupants russes doivent l'établir rapidement. Sinon, leurs positions seront marquées par les mortiers ukrainiens et bombardées d'explosifs. Si vous reprenez vos esprits, dites-les, les drones arriveront, puis les explosifs et la bande. Le message est simple. Même si l'Ukraine perd des territoires, elle n'a pas l'intention de les céder. Le film se termine avec Lee changeant de place et s'asseyant avec Little Black dans ce qui semble être une cachette temporaire. Il raconte aux téléspectateurs qu'il s'est battu pendant 4 jours et 4 nuits. Il nous dit que les combattants de rue ont coûté trop de vies, y compris à ses camarades. Sur les 12 hommes de son unité, la plupart ont été tués et plusieurs ont été blessés. Il dit que d'autres sont venus prendre leur place, mais qu'ils sont également morts. La caméra se tourne vers Little Black. Qui, selon Lee, le suit partout. L'homme a à peine réussi à marmonner ses mots devant la caméra avant que Lee ne se retourne contre lui. Sa conclusion sur la guerre? Tout cela est le résultat de l'entêtement russe. Poutine n'arrêtera pas les combats, quel que soit le nombre de soldats que la Russie perdra. Et des gens comme Lee et ses camarades mourront par milliers sur le champ de bataille ukrainien. La vidéo de la police Every Breath You Take joue en arrière-plan, donnant à Lee et Little Black un bref répit avant de retourner dans la mêlée. En outre,
La vidéo de Lee montre que les rapports sur les conditions de vie des soldats russes pendant la guerre en Ukraine, en particulier, ne semblent pas exagérés. Mais qu'en pensez-vous? La Russie a-t-elle mal équipé sa population pendant les combats? Son approche consistant à envoyer des milliers de soldats en Ukraine fonctionnera-t-elle enfin? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo.